Je suis entré dans la somptueuse fête de ma famille et j'ai été humilié. On m'a appelé inutile, et la maîtresse de mon frère a ordonné à la sécurité de me jeter dehors. Je n'ai pas dit un mot. J'ai gelé tous les comptes, annulé leur voyage et vendu ma part de 27 millions d'euros. Quelques minutes plus tard. 56 appels. Bonjour, je suis Venora. Je me suis présenté à la grande célébration de ma famille, habillé de mes plus beaux vêtements, m'accrochant à la dernière once de fierté qu'il me restait, seulement pour les entendre chuchoter, voilà la fille inutile qui n'a jamais rien accompli. Et puis, devant tout le monde, la maîtresse de mon frère a ricané, la sécurité. Sortez-la d'ici. Ils m'ont humilié comme si je n'étais rien, mais ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir qui est ici avec moi pendant que je vous raconte comment j'ai transformé leur trahison en leur pire cauchemar. J'ai conduit lentement jusqu'à l'hôtel, ma vieille Honda bourdonnant nerveusement au milieu du ronronnement silencieux et poli des berlines de luxe et des voitures de sport alignées au service de voituriers. Les préposés ne m'ont même pas regardé jusqu'à ce que je gare la voiture. Un jeune homme a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux, clairement habitué à ne voir que l'élite ici. J'ai lissé ma robe, une simple robe fourreau bleu marine que j'avais trouvée en solde, et j'ai touché le simple rang de perles autour de mon cou. Elles avaient appartenu à ma mère. Je les portais toujours lors des événements familiaux. Elles étaient ma seule armure restante dans un monde où je me sentais invisible. À l'intérieur, la salle de bal brillait comme un palais. Des rideaux dorés scintillaient sous un éclairage doux, et les coupes de champagne étincelaient dans des tours plus grandes que moi. Les invités se déplaçaient comme une volée d'oiseaux exotiques, brillants, chers, intouchables. Le son des rires et des tintements de verre semblait assourdissant, bien que personne ne riait avec moi. Je suis entré, mes talons claquant contre le sol en marbre, cherchant un visage familier, un coin sûr. Au lieu de cela, j'ai surpris le premier murmure. La voilà, a sifflé une voix de femme, tranchante comme du verre. L'inutile. Celle qui n'a jamais rien accompli. Je me suis figé. Ce n'était pas subtil. C'était fait pour que je l'entende. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai continué à marcher, les épaules en arrière, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Cela avait toujours été ma méthode. Avaler la pilule, sourire, continuer d'avancer. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que leurs mots étaient des couteaux taillant le peu de dignité qu'il me restait. Une autre voix a suivi. Un homme cette fois. Pourquoi est-elle même ici? Elle n'a pas sa place dans ce genre d'événement. Ils ne savaient pas comment leurs mots résonnaient en moi. Ou peut-être qu'ils le savaient. J'ai touché mes perles à nouveau, les perles lisses m'ancrant dans la réalité. Maman m'aurait dit de respirer, de me tenir droite, mais maman n'était plus là. Puis je l'ai vue. Marceline. Elle se tenait près de l'entrée de la zone VIP, portant une robe qui coûtait plus cher que ma voiture, un sourire narquois déjà peint sur son visage. Elle n'a pas pris la peine de baisser la voix. Oh, regardez qui a finalement rampé hors du trou dans lequel elle vit. Elle a levé la main de manière dramatique, faisant signe au personnel le plus proche. La sécurité. A-t-elle crié, sa voix résonnant à travers la pièce. Sortez-la d'ici. J'ai cligné des yeux. Ma gorge s'est serrée, mais aucun mot n'est sorti. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais non, tout le monde s'était tourné pour regarder. Les gardes ont hésité, clairement mal à l'aise, mais ils ont fait ce qu'on leur avait dit. Excusez-moi, madame, a dit doucement l'un d'eux, comme si cela allait rendre la chose moins douloureuse. Je n'ai pas résisté lorsqu'ils ont doucement pris mon bras. Je ne le pouvais pas. Mon corps s'était raidi, bloqué dans cette vieille réaction familière. Se figer. Mon frère Damon se tenait près de la scène, discutant avec un groupe d'hommes en costume. Il m'a regardé droit dans les yeux et n'a rien fait. Il s'est juste détourné comme si je n'étais pas sa sœur, comme si je n'étais rien du tout. L'humiliation ne résidait pas seulement dans le fait d'être escorté vers la sortie. Elle résidait dans le fait de savoir que chaque personne dans cette pièce en avait été témoin. Des personnes qui connaissaient ma famille, des partenaires commerciaux, des amis, et aucun d'entre eux ne l'a arrêté. À l'extérieur, l'air du soir m'a frappé comme une gifle. Le bourdonnement de la circulation semblait lointain par rapport à la tempête dans ma poitrine. J'ai trébuché vers l'extrémité du parking,
ayant besoin de m'éloigner de cet endroit. M'appuyant contre ma voiture, j'ai serré mon collier comme s'il pouvait me maintenir en un seul morceau. Toutes ces années, ai-je chuchoté à personne. Tous ces sacrifices pourquoi? Pour être traité comme ça? J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la voiture. Je ne me ressemblais même plus, juste quelqu'un de vide, sur le point de craquer. Mes yeux brûlaient, mais j'ai refusé de laisser couler les larmes ici. Pas là où n'importe qui pourrait voir. Pas pour eux. J'ai respiré profondément, repoussant la colère jusqu'à ce qu'elle reste immobile en moi. Puis, doucement, je l'ai dit à voix haute. C'est la dernière fois qu'il m'humilie. J'ai déverrouillé ma voiture, je me suis glissé derrière le volant et je me suis assise en silence pendant un long moment. Puis j'ai démarré le moteur. Je suis parti en silence, mais mon silence avait un but. J'ai conduit directement à la maison et, avec des mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour pleurer, mais pour agir. Le trajet du retour avait été silencieux, à l'exception du bourdonnement des pneus sur l'autoroute. Pas de musique, pas d'appel téléphonique. Juste moi, fixant la route, rejouant chaque instant de cette nuit en boucle. Les murmures, le sourire narquois de Marceline, les yeux de Damon rencontrant les miens avant de se détourner délibérément. Quand je suis entré dans ma maison, l'air semblait plus froid que d'habitude, bien que je sache que c'était juste moi, vidée, furieuse, fonctionnant à l'épuisement. Je suis allé dans mon bureau et j'ai allumé la lumière. La douce lueur a illuminé les photos encadrées sur l'étagère. Des portraits de famille souriant d'il y a des années, quand nous faisions tous encore semblant d'être proches. J'ai voulu les arracher, mais à la place, j'ai détaché le collier de perles et je l'ai posé doucement sur mon bureau. C'était comme déposer le dernier morceau de mon ancien moi. Ces perles étaient à maman. Elles avaient été mon lien avec elle, avec le soi-disant héritage de notre famille. Ce soir, elles n'étaient qu'un rappel de tout ce que j'avais perdu. Je me suis enfoncé dans ma chaise, fixant l'écran de l'ordinateur pendant que mes mains planaient au-dessus du clavier. Ils m'ont appelé inutile. Mais je n'étais pas inutile quand j'ai payé les dettes de Damon. Je n'étais pas inutile quand j'ai co-signé les prêts pour ces entreprises ou financé les voyages qui ont maintenu l'image parfaite de notre famille en vie. J'avais été la fondation silencieuse, la ligne de vie invisible, et ils m'ont jeté comme si je n'avais aucune importance. Assez. J'ai ouvert les comptes bancaires. Un par un, j'ai commencé à geler tous les comptes conjoints que je partageais avec Damon ou tout autre membre de la famille qui avait pris mon silence pour acquis. Mes doigts bougeaient rapidement, délibérément, annulant les cartes de crédit qui leur étaient liées. Je pouvais presque entendre la voix de Damon dans ma tête. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Mais je n'ai pas fait de pause. Ils avaient vécu sur mon dos pendant des années, appelant cela soutenir la famille, alors qu'en réalité c'était de l'exploitation. Le cliquetis du clavier est devenu rythmé comme un battement de cœur. Chaque annulation, chaque gel était une coupure, sectionnant les fils qu'ils avaient utilisés pour me contrôler. Puis est venue la grande décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro de mon conseiller financier. Il était tard, mais je m'en fichais. Il a répondu endormi, sa voix teintée de confusion. « Venora, est-ce que tout va bien ?»« Non », ai-je dit d'un ton neutre. « Vendez ma part dans Sterling Company. La totalité, à la première heure demain matin. » Il y a eu une pause, puis un sursaut. « Attendez, vous voulez dire les 27 millions €, Venora ?»« C'est. Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Cela pourrait déstabiliser l'entreprise. Tant mieux, les jeux coupés. Laissez-les paniquer. C'est à leur tour de se sentir impuissants. » Il a encore hésité, sa voix adoptant ce ton professionnel que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de calmer quelqu'un de trop émotif. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ce soir. La nuit porte conseil. Nous pourrons en discuter le matin. »« Non », ai-je dit fermement. « Faites-le. Je ne leur donne pas une nuit de plus pour penser qu'ils peuvent me posséder. » Quand j'ai raccroché, mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de clarté. Presque immédiatement, mon téléphone a vibré. Un appel manqué de Damon, puis un autre. Puis les messages ont commencé à arriver. « Que as-tu fait ? Appelle-moi maintenant. As-tu perdu la tête ? » Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le bureau,
le laissant vibrer contre le bois. C'était presque satisfaisant d'imaginer sa panique grandir à chaque minute où je restais silencieuse. Mon silence n'était plus une faiblesse. C'était une stratégie. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. Pendant des années, j'avais cru que maintenir la paix signifiait garder le silence. Ce soir, j'ai appris que le silence peut être une arme. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Damon se démenait. Marceline fulminait probablement, et pour une fois, je m'en fichais. Ils avaient construit leur empire sur ma soumission silencieuse. D'ici à ce qu'ils réalisent ce que j'avais fait, leur empire serait déjà en train de s'effondrer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis préparé pour la bataille que je savais imminente. Au moment où le soleil s'est levé, mon corps avait l'impression de fonctionner en pilote automatique. J'ai fait du café, mais il est resté là sur la table de la cuisine, la vapeur s'évanouissant dans l'air froid du matin. Je n'arrivais pas à me résoudre à le boire. Mes mains se sont enroulées autour de la tasse pour me réchauffer, mais je ne ressentais rien d'autre que la douleur sourde de l'épuisement. Les mots ne cessaient de résonner dans ma tête. Elle est inutile. La voix de Damon, si désinvolte, si méprisante, comme si je n'étais rien de plus qu'une pensée égarée. J'avais entendu ces mots auparavant sous différentes formes au fil des ans. La nuit dernière m'a seulement fait réaliser qu'il n'était pas juste une insulte lancée dans le feu de l'action. Il faisait partie du récit que ma famille avait construit à mon sujet. Une histoire qu'ils racontaient à tout le monde, peut-être même à eux-mêmes, jusqu'à ce que cela devienne la vérité à laquelle ils croyaient. J'ai fixé le collier de perles posé sur le comptoir où je l'avais laissé la nuit précédente. C'était le dernier morceau de ma mère que j'avais, le dernier souvenir de l'époque où je pensais que la famille signifiait la sécurité. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait l'habitude de l'ajuster sur mon cou avant les grands événements, souriant comme si son approbation suffisait à me protéger de tout le reste. J'avais passé des années à la croire quand elle disait « Il vaut mieux que tu aides ton frère. » C'est son héritage. À l'époque, je pensais que sacrifier mes propres ambitions pour Damon était noble. Maintenant, je réalisais que cela avait été le début de mon effacement. Cette réalisation a ouvert les vannes. Les souvenirs ont afflué comme une tempête. Je me suis souvenu du gala où j'avais passé des mois à rédiger des contrats qui ont fait économiser des millions à Sterling Company. Je me suis assise dans le public ce soir-là, fière et pleine d'espoir, prête à entendre mon nom reconnu devant des personnes qui comptaient. Damon s'est tenu sur scène, affichant son sourire parfait et a remercié notre brillante équipe tout en s'attribuant tout le mérite. J'ai applaudi comme tout le monde, cachant la douleur derrière mon sourire poli. Je me suis souvenu des dîners de famille où j'essayais de parler de mes propres projets, de lancer un cabinet de conseil, de chercher du travail en dehors de Sterling, mais maman me faisait taire à chaque fois. « Ne te laisse pas distraire, Venora », disait-elle avec ce ton qui le faisait ressembler à un conseil, mais qui résonnait comme un ordre. « Ta place est avec la famille. Il vaut mieux que tu aides ton frère. » Je n'avais pas remarqué à l'époque comment ces mots m'ébréchaient, me transformant en quelqu'un qui n'existait que dans les marges de leur histoire. L'amertume brûlait alors que je marchais vers mon bureau et ouvrais mon disque dur personnel. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je cliquais sur d'anciens fichiers, des courriels, des accords de prêt, des présentations que j'avais facilitées et qui avaient attiré des investisseurs. Tout était là, la preuve que je n'étais pas juste une spectatrice dans la construction de l'entreprise. J'avais été l'échafaudage, la colonne vertébrale silencieuse. À chaque fois qu'ils ont construit plus haut, me suis-je chuchoté à moi-même, j'étais l'échafaudage qu'ils démolissaient après la cérémonie d'inauguration. Mon téléphone a vibré sur le bureau, me sortant de cette spirale. Damon à nouveau. Cette fois, j'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité m'a poussé à écouter. Sa voix suintait une fausse inquiétude, le genre qui me faisait douter de moi-même. Tu réagis de manière excessive, Venora. Ce n'est pas toi. Reviens à la table et nous parlerons comme une famille. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Parlez comme une famille. J'ai failli rire de cela. La famille ne vous regarde pas vous faire humilier pour ensuite vous tourner le dos. La famille ne vous laisse pas financer son empire tout en vous dépeignant comme inutile. J'ai supprimé le message vocal avant qu'il ne se termine. Si je les laissais parler, ils me feraient croire que j'avais imaginé ma douleur. Ils déformeraient l'histoire jusqu'à ce que je m'excuse pour leur trahison.
J'ai attrapé mon journal et je me suis assise à mon bureau. Ma main tremblait quand j'ai commencé à écrire, mais une fois que les premiers mots ont touché la page, ils ne se sont plus arrêtés. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de récupérer l'histoire dont ils m'ont exclu. Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Pendant des années, je les ai laissés définir qui j'étais. L'assistante, la silencieuse, l'inutile. Mais s'ils voulaient faire semblant que je n'avais jamais construit cet empire, j'allais leur montrer exactement à quoi il ressemblait sans moi. À midi, j'avais un plan. Un plan qui les forcerait à m'affronter selon mes propres termes. Je suis retourné dans mon bureau, le poids de la réflexion matinale pesant encore lourdement sur mes épaules, mais mon esprit étant plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Mes doigts ont plané au-dessus de mon téléphone pendant un moment avant d'appuyer sur le contact que j'évitais depuis des semaines. « David », ai-je dit dès qu'il a répondu, sautant les politesses. « Liquider ma part dans Sterling Company. » Chaque centime, avec effet immédiat. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Le genre de silence qui indique que quelqu'un essaie de rassembler le courage de discuter. « Venora, cela représente 27 millions €. Êtes-vous absolument sûr de cela ? » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant par la fenêtre un monde qui soudainement me semblait différent. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je dit. Mon ton n'a pas faibli. Il a soupiré. Cela va provoquer une tempête. Damon, votre famille. C'est le but, David. Je l'ai coupé. Il est temps qu'ils apprennent ce que cela fait de vivre sans mon soutien silencieux. Une fois que nous avons raccroché, je ne me suis pas laissé le temps de douter. J'ai immédiatement appelé Rebecca. Elle était mon avocate depuis des années, me conseillant discrètement à travers les innombrables petits caractères que Damon adorait me jeter à la figure. Elle a décroché rapidement. « Venora, j'ai entendu des rumeurs sur la nuit dernière. Est-ce que ça va ? » « Je vais bien, » ai-je répondu, ma voix aussi égale que possible. « Mais j'ai besoin de votre aide. Je me retire, et je veux que ce soit inattaquable. » Rebecca n'a pas répondu tout de suite. Puis prudemment, vous réalisez que ce mouvement va déclencher le chaos ? Ils vont s'en prendre à vous, Venora. Damon ne laissera pas passer ça tranquillement. Tant mieux, ai-je dit, l'amertume que j'avais avalée pendant des années se déversant enfin dans mes mots. Il est temps que quelqu'un le fasse. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté au téléphone avec elle alors qu'elle exposait les démarches juridiques. Nous avons passé en revue les gels d'actifs, les retraits et les protocoles pour notifier le conseil d'administration. À chaque décision, je sentais une autre chaîne invisible tomber. Après avoir raccroché, j'ai agi rapidement. Je me suis connecté au portail en ligne de chaque compte conjoint, de chaque fonds contrôlé par la famille auquel Damon et ma mère avaient accès. Un par un, je les ai gelés. Le petit clic de confirmation sur chaque transaction m'a fait l'effet d'expirer pour la première fois depuis des années. Il n'a pas fallu longtemps pour que le téléphone recommence à sonner. Damon, puis notre mère, puis Damon à nouveau. Je les ai tous ignorés. Et puis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose en moi voulait savoir jusqu'où ils allaient s'abaisser. Venora, a dit la voix que j'attendais le moins. Marceline, la maîtresse de Damon. Son ton dégoulinait d'une fausse sympathie. J'ai pensé que nous devrions parler de femme à femme. Damon ne pensait pas ce qu'il a dit. Il est juste sous pression. J'ai ri, d'un rire sec et sans humour. Dites à Damon, ai-je dit lentement, qu'il vient de perdre sa laisse. Et n'appelez plus ce numéro. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse balbutier l'excuse qu'elle avait préparée. Quand la pièce est redevenue silencieuse, je me suis tourné vers mon bureau. Cette partie n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était la guerre. J'ai ouvert le dossier que j'avais commencé il y a des années, celui avec des copies de chaque accord de prêt, de chaque courriel où j'avais été la main invisible qui maintenait Sterling Company ensemble, des reçus de mes contributions qui avaient été écartés comme s'ils n'existaient pas. Pièce par pièce, j'ai tout organisé dans un seul document. Des preuves. Ma voix, enfin sur papier. Ensuite, j'ai rédigé la lettre. Mon retrait formel de Sterling Company. J'ai mis en copie chaque membre du conseil d'administration, programmant l'envoi pour qu'il arrive dans leur boîte de réception au moment précis où ils s'y attendraient le moins. Au moment où j'ai terminé,
ma main me faisait mal à force de taper, mais je me sentais plus légère. Pas libre, pas encore. Mais je n'étais plus lié par le rôle dans lequel il m'avait poussé. D'ici demain matin, il ne saurait pas seulement que j'avais quitté la table. Il saurait que j'avais emporté la table avec moi. Mais cette nuit-là, alors que je me préparais à la guerre, le poids de tout cela s'est finalement abattu sur moi. La maison était insupportablement silencieuse, à l'exception du bourdonnement occasionnel du réfrigérateur. Je me suis assise dans la cuisine, la seule lumière provenant de la petite lampe au-dessus de l'évier. Un verre de vin était posé intact devant moi, d'un rouge profond et immobile. Mes mains reposaient sur la surface fraîche de la table, mes doigts traçant de petits motifs dénués de sens, comme si cela allait empêcher mon esprit de s'emballer. J'ai réalisé à quel point cette maison semblait vide maintenant. Chaque mur, chaque meuble avait été payé avec l'argent que j'avais injecté dans la famille, dans Sterling Company, dans la soi-disant vision de Damon. Et maintenant, j'avais l'impression que rien de tout cela ne m'appartenait, comme si j'étais une locataire dans un espace que j'avais construit. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé le plafond. Comment ai-je pu laisser les choses aller si loin? Ai-je chuchoté à personne? Les souvenirs sont venus sans y être invités. Les nuits blanches allaient renflouer pendant la crise de 2008, hypothéquant mon héritage juste pour maintenir la paix de l'entreprise. Je me souvenais m'être assise dans le hall de la banque pour céder la dernière part de sécurité que j'avais pendant que Damon sirotait probablement du champagne lors d'un dîner de réseautage. À l'époque, je m'étais dit que c'était temporaire, qu'un jour il verrait ma valeur. Mais maintenant, tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était sa voix. Elle est inutile. J'ai fermé les yeux et, pendant un instant, j'y ai presque cru. C'était peut-être tout ce que j'étais. La fille qui faisait l'échec. Celle qui gardait les lumières allumées mais dont le nom ne figurait jamais sur l'affiche. Je ne me suis même pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce que je sente les larmes couler sur mes mains. Elles sont venues vite, laides et incontrôlables. Des années de rabaissement éclatées d'un seul coup. J'ai enfoui mon visage dans mes paumes et j'ai sangloté comme je ne l'avais pas fait depuis l'enterrement de ma mère. Chaque insulte, chaque rejet, chaque chuchotement affirmant qu'elle n'a pas d'importance m'est revenu à l'esprit, m'étouffant dans cette petite cuisine. À un moment donné, j'ai même pensé à retirer la lettre que j'avais envoyée au conseil d'administration. Peut-être que cela n'en valait pas la peine. Peut-être que détruire le peu de famille qu'il me restait était un prix trop élevé. Mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran à travers mes yeux embrouillés. Amaury, ma sœur. Pendant une seconde, mon cœur s'est soulevé. Peut-être qu'elle comprenait. Peut-être que quelqu'un appelait enfin pour me demander si j'allais bien, et non pour exiger une explication. Venora. Sa voix est passée, tranchante et déjà teintée de jugement. Qu'est-ce que tu fais? Damon perd la tête. Tu es allé trop loin. Je suis restée assise là, en silence, serrant mes lèvres si fort qu'elles me faisaient mal. Tu aggraves les choses, a-t-elle poursuivi. Peut-être que tu devrais t'excuser. Répare simplement ça avant que ce ne soit irréparable. La ligne entre le désespoir et la fureur est plus fine que les gens ne le pensent. Je l'ai senti se rompre en moi. Amaury, ai-je dit, ma voix basse et tremblante. Si tu as appelé pour me faire la morale, ne te donne pas cette peine. Je me suis assez excusé pour toute une vie. Venora, ne fais pas ça. J'ai mis fin à l'appel. Je ne pouvais pas l'écouter prendre leur parti. Pas ce soir. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table et j'ai de nouveau regardé la cuisine silencieuse, me sentant plus seul que je ne l'avais été depuis des années. C'était une chose que Damon me rejette, mais entendre ma propre sœur parler ainsi, cela m'a blessé plus profondément que je ne m'y attendais. À un moment donné, je me suis levé et j'ai erré dans mon bureau. Sur l'étagère se trouvait une photo que je n'avais pas regardée depuis des lustres. Moi à 24 ans, debout devant le premier bureau de l'entreprise lors de la cérémonie d'inauguration. J'avais été si fier ce jour-là, si pleine d'espoir. J'ai pris le cadre, passant mon pouce sur le verre. Tu as construit ça, Venora, me suis-je chuchoté à moi-même. Ne les laisse pas t'effacer. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite étincelle dans un océan de ténèbres, mais c'était suffisant pour me rappeler pourquoi j'avais commencé ce combat en premier lieu. Je suis allé me coucher brisé, mais quelque part au fond de moi, une voix chuchotait, ce n'est pas la fin. À l'aube, cette voix était devenue un plan. Précis,
délibéré et imparable. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, la tête lourde de la nuit précédente, mais l'esprit effroyablement clair. Il n'y avait plus de place pour les larmes maintenant, plus de place pour le doute. Si Damon et le reste d'entre eux voulaient jouer de manière malhonnête, j'allais leur montrer à quel point je pouvais être calculatrice. Assise au bord de mon lit, j'ai remarqué le bracelet en émeraude posé sur la commode. C'était un cadeau de ma mère lorsque Sterling Company a ouvert sa 2e succursale. Avant, je le considérais comme une marque de fierté, la preuve que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Maintenant, c'était comme un rappel de tout ce dont on m'avait dépouillé. Ma voix, mon crédit, ma place à la table. Je l'ai attaché à mon poignet, non par sentimentalisme, mais comme une déclaration silencieuse. Il n'allait pas m'effacer. À cette heure, j'étais dans mon bureau avec une cafetière de café assez fort pour me maintenir stable. Mon ordinateur portable était ouvert, des dossiers étalés sur le bureau, mon téléphone prêt. Je n'ai pas hésité en faisant défiler mes contacts et en appuyant sur le bouton d'appel. « David, c'est moi », ai-je dit lorsque mon conseiller financier a répondu. Ma voix était égale, détachée. « Je veux que tout soit liquidé, la totalité de la part, avec effet immédiat. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Venora, cela représente 27 millions €. Êtes-vous absolument sûr de vouloir faire ça? Une fois que j'aurai déclenché la procédure, il n'y aura pas de retour en arrière possible. » J'ai regardé les rangées de photos de famille encadrées sur le mur de mon bureau, des visages souriants lors de fêtes où c'était moi qui payais l'addition, mais jamais celle qui était sous les projecteurs. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je dit, coupant court à toute hésitation. David a soupiré. Très bien, je vais lancer le processus. Vous recevrez une confirmation d'ici la fin de la journée. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas encore permis de respirer. Il y avait plus à faire. En milieu de matinée, j'avais rendez-vous au centre-ville de Chicago avec Evelyn Cross, une avocate d'affaires dont j'avais entendu parler par des contacts de l'industrie. Evelyn avait une réputation précise, inébranlable, le genre de femme qui ne sourcillait pas en entrant dans une pièce pleine d'hommes qui la sous-estimaient. Son bureau était élégant, discret, tout comme la femme elle-même. Elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire entendu. « Venora, j'ai lu les documents que vous avez envoyés la nuit dernière », a-t-elle commencé alors que nous étions assises face à face. « Vous détenez toujours un pouvoir surprenant dans Sterling Company, bien plus que Damon ne le réalise probablement. Et d'après ce que je vois, vous avez financé une grande partie de leurs opérations personnellement. » Exactement, ai-je dit, ressentant une rare lueur de validation. Et pourtant, c'est moi qui le qualifie d'inutile. Evelyn a penché la tête, m'examinant comme si elle mesurait ma détermination. Si vous jouez bien le coup, vous ne vous contentez pas de partir. Vous partez avec un moyen de pression. Suffisamment pour les faire réfléchir à 2 fois avant de vous contrarier à nouveau. Moyen de pression. Le mot roulait dans ma tête comme une bouée de sauvetage. Après avoir quitté le bureau d'Evelyn, je suis rentré chez moi et je me suis plongé dans mes archives. Chaque accord de prêt, chaque courriel, chaque document que j'avais archivé au fil des ans est sorti de son dossier. Enfoui dans les notes de frais de l'entreprise, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait serrer les mâchoires. Des honoraires de consultation virés à la maîtresse de Damon, déguisés en dépenses professionnelles légitimes. Mais les dates racontaient la véritable histoire. Il utilisait l'argent de l'entreprise pour financer leur petit voyage. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant l'écran. Des preuves. Enfin, quelque chose de tangible qui pourrait réduire en cendres leur image soigneusement entretenue. La voix d'Evelyn résonnait dans mon esprit. Le pouvoir n'est pas seulement l'argent. C'est savoir quand utiliser la vérité. Je me suis penché en arrière, inspirant profondément. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose de proche du calme. Pas la paix, mais une forme de tranquillité plus froide, plus concentrée. En fin d'après-midi, j'avais esquissé un plan qui était à la fois simple et dévastateur. Liquider ma part publiquement, exposer l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise par Damon, et forcer un règlement de compte lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Il voulait que je parte. Très bien. Mais il paierait pour m'avoir sous-estimé. Il pensait que j'étais inutile. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Cet après-midi-là,
Je suis entré dans la salle de conférence de l'entreprise, non pas comme la petite sœur rejetée, mais comme leur pire cauchemar. L'air était aussi froid que les sols en marbre poli. La salle de conférence de Sterling Holdings avait toujours ressemblé davantage à une scène qu'à un espace de travail, avec ses fenêtres du sol au plafond surplombant la ville et une table en acajou brillant assez grande pour une douzaine d'égaux. Mes talons ont claqué avec détermination alors que je traversais la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Je portais le bracelet en émeraude. Ce n'était pas juste un bijou aujourd'hui. C'était une déclaration silencieuse. Je n'étais plus la fille dans le coin qui signait des chèques et acceptait des miettes de gratitude. Les murmures ont cessé quand j'ai atteint ma chaise. Damon s'est penché en arrière en bout de table, son bras posé nonchalamment sur la chaise à côté de lui, où sa soi-disant consultante, Marceline, était assise dans son tailleur sur mesure et son parfum bon marché. L'audace de la voir ici lors d'une réunion du conseil d'administration m'a tordu l'estomac, mais je ne l'ai pas montré. « Venora », a dit Damon, étirant mon nom comme une insulte. « C'est une réunion d'entreprise privée. Tu n'as pas ta place ici. » J'ai posé mon dossier en cuir sur la table, soutenant son regard directement. « J'ai construit cette entreprise autant que toi. Essaie de me dire que je n'ai pas ma place. » Quelques membres du conseil se sont agités de manière inconfortable. Ils connaissaient la vérité, qu'ils l'admettent un jour à voix haute ou non. Le sourire narquois de Damon a vacillé pendant une seconde, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Soyons honnêtes, ai-je continué, ma voix calme, mais tranchante. Cette entreprise n'a pas grandi sur le seul charme. Elle a grandi sur des contrats solides, des investissements intelligents, et de l'argent qui provenait de plus d'une poche. La mienne y compris. Damon s'est moqué. Allons-nous vraiment faire ça? Traîner des affaires de famille dans une réunion d'affaires? Je me suis penché légèrement en avant. Tu en as fait une affaire personnelle quand tu as utilisé mon argent pour financer tes liaisons. Son visage a rougi. Marceline a sursauté, sa main s'agrippant à la coudoir comme si elle souhaitait pouvoir disparaître. Bien. J'ai ouvert mon dossier et j'ai fait glisser une pile de documents sur la table. Ce sont les documents de constitution originaux de Sterling Company. Ma signature est juste là. Ma part n'est pas une formalité. Elle est fondamentale. La pièce est devenue silencieuse. L'un des membres du conseil, un homme qui avait passé des années à faire semblant que j'étais invisible, s'est raclé la gorge et a dit « Elle a raison ». Cela lui donne l'autorité légale sur les décisions majeures. Evelyn, qui était assise silencieusement à mes côtés jusqu'à présent, a pris la parole avec ce ton doux et mesuré que j'en étais venu à respecter. Notre cliente a été illégalement exclue des processus de prise de décision. Toute action entreprise sans son consentement est sujette à une contestation judiciaire, y compris l'utilisation abusive des fonds. Damon lui a lancé un regard noir, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. J'ai sorti le deuxième ensemble de documents, des rapports de dépenses de l'entreprise avec des transferts clés surlignés. J'ai tapoté la page avec mon doigt. Dis-moi, Damon, quel département a approuvé ces honoraires de consultation? Ceux qui correspondent par coïncidence aux petites escapades du week-end de Marceline? Marceline a pâli, chuchotant quelque chose frénétiquement à Damon. Il l'a ignoré. Ce n'est pas seulement une trahison personnelle, ai-je dit en regardant autour de la table. C'est un détournement de fonds, et chaque personne dans cette pièce sait ce qui se passe quand cela se sait. Un lourd silence s'est abattu sur la salle de conférence. Même les hommes qui m'avaient autrefois rejeté évitaient maintenant le regard de Damon. Il faisait le calcul, pesant le coût de la loyauté envers lui contre le coût d'un scandale public. « Tu bluffes », a sifflé Damon, sa voix basse. « Si tu penses ça, ai-je répondu froidement, attends jusqu'à demain quand cela sortira dans la presse. » La pièce a éclaté en murmures. L'un des membres les plus âgés du conseil a pris la parole, la voix légèrement tremblante. Il est peut-être temps de discuter d'un plan de restructuration. Damon a frappé du poing sur la table, faisant sursauter Marceline. Tu détruis cette famille. Je n'ai pas cligné des yeux. Tu as fait ça le jour où tu as utilisé mon argent pour financer ta liaison. J'ai laissé les mots flotter dans l'air, lourds et indéniables. Puis j'ai redressé le dos et j'ai dit au conseil d'administration, voici mon offre. Je liquide ma part publiquement à moins que Damon ne démissionne de son poste de PDG et ne rembourse chaque centime détourné.
Vous pouvez choisir le chaos ou vous pouvez choisir le contrôle. Peu m'importe. Les membres du conseil ont échangé des regards. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tendance s'inverse. Ils avaient passé des années sous la coupe de Daemon, mais la survie a le don de changer les loyautés. Un par un, ils ont hoché la tête, s'alignant discrètement avec moi. Daemon m'a regardé, son expression étant un mélange de rage et de peur. Et pour la première fois, j'ai su qu'il me voyait, non pas comme la petite sœur silencieuse, mais comme la femme qui pouvait réduire en cendres tout ce qu'il avait construit. Si tu penses que je bluffe, Daemon, ai-je dit, ma voix stable comme la pierre, attends jusqu'à demain quand cela sortira dans la presse. Le visage de Daemon s'est tordu de rage alors qu'il frappait du poing sur la table, mais la peur dans ses yeux m'a tout dit. Je l'avais coincé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon esprit rejouant chaque mot de la salle de conférence, chaque insulte que Daemon m'avait lancée au fil des ans, chaque fois que je m'étais mordu la langue pour préserver la paix familiale. Ma poitrine me semblait lourde, comme si je gardais des décennies de silence en moi. À un moment donné, je me suis assise et j'ai allumé la lampe, fixant le bracelet en émeraude posé sur ma table de chevet. C'était autrefois une marque de son approbation, une façon de dire « tu es utile quand tu es silencieuse ». Maintenant, il m'appartenait, un rappel de ce que j'étais devenu. Au matin, l'anxiété s'était transformée en quelque chose de plus vif. Mon téléphone vibrait sans relâche sur la table de chevet. Des dizaines d'appels manqués, des numéros inconnus. Je connaissais ce son. Le scandale. Je l'ai attrapé et j'ai vu les gros titres. L'héritière de Sterling, accusée de détournement de fonds, déclarée mentalement instable par des sources proches de la famille. Daemon n'avait pas perdu de temps. J'ai parcouru les articles, des relevés bancaires falsifiés, des affirmations risibles sur mon utilisation abusive des fonds de l'entreprise, et une insinuation dégoûtante selon laquelle je n'étais pas saine d'esprit. Tout était calculé. Daemon essayait de me faire passer pour une femme déséquilibrée en quête de vengeance. Un récit pratique, celui qu'il construisait depuis des années. Mes mains tremblaient, mais je me suis stabilisé avec une respiration. Evelyn a répondu à mon appel dès la première sonnerie. Ne laissez pas cela vous déstabiliser, a-t-elle dit. Sa voix était ferme, comme si elle s'y attendait. Nous avions prévu qu'il vous salirait. Vous avez quelque chose qu'il n'a pas. De vraies preuves, et nous sommes sur le point de les utiliser. Je me suis accroché à ces mots alors que je versais un café que je ne pouvais pas boire. J'avais l'impression que toute ma vie était mâchée et recrachée par des étrangers qui ne me connaissaient pas. Mais au fond de moi, je savais que c'était son dernier coup avant sa chute. En milieu de matinée, une session d'urgence du conseil d'administration avait été programmée. Daemon voulait m'évincer officiellement, sans doute pour nettoyer le gâchis que j'avais fait pour lui. Evelyn m'a retrouvé devant le bâtiment. Elle était une présence calme dans une tempête que je ne pouvais pas entièrement contrôler, son tailleur impeccable, sa mallette pleine de mes munitions. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence, Daemon était déjà là, prenant la pose d'un homme qui pensait encore avoir le pouvoir. Marceline était assise à côté de lui, pâle et nerveuse, évitant mon regard. Les membres du conseil avaient l'air tendus, pris en étau entre un PDG essayant de les contraindre et une femme qui n'avait plus rien à perdre. Cette réunion a pour but d'aborder les actions de ma sœur, a commencé Daemon, feignant le calme. Son comportement imprudent, son abus des ressources de l'entreprise. Je l'ai coupé. Garde ça pour toi. J'ai ouvert mon dossier et j'ai fait glisser une pile de documents sur la table. Vous voulez parler d'abus des ressources de l'entreprise? Discutons de ceci. La première page montrait des transferts détaillés depuis les comptes de Sterling Holdings. Des milliers étiquetés comme honoraires de consultation vers une société écran qui menait directement à Marceline. La pièce a éclaté en murmures. C'est falsifié, a lâché Daemon, mais sa voix s'est brisée. Non, ai-je dit, croisant chaque paire d'yeux dans cette pièce. C'est un détournement de fonds. Et voici le clou du spectacle. Des conversations enregistrées où Daemon admet utiliser les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. C'est vrai. J'avais apporté les reçus. Evelyn a distribué des clés USB au conseil d'administration, son expression neutre, mais ses yeux brûlants d'une satisfaction silencieuse. Vous trouverez chaque document vérifié et horodaté. Si cela devient public, nous parlons de responsabilité pénale.
Marceline s'est levée brusquement, marmonnant « Je n'ai pas signé pour ça », avant de se précipiter hors de la pièce. Damon n'a pas essayé de l'arrêter. « Tu peux me salir autant que tu veux », ai-je dit en me penchant en avant. « Traite-moi de déséquilibré. Traite-moi d'aigri, mais les chiffres ne mentent pas, Damon. Tu as utilisé mon fonds de placement comme ton portefeuille personnel. Tu as payé ses vacances avec l'argent de l'entreprise. Tu n'as pas seulement trahi ma confiance, mais celle de tous ceux qui sont assis à cette table. » L'un des membres les plus âgés du conseil a pris la parole. « C'est accablant, Damon. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Vous ne pouvez pas me prendre cette entreprise, » a crié Damon, la sueur perlant sur ses tempes. Je suis resté calme. « Tu as raison. Je ne peux pas. Mais le conseil, si. Et à moins que tu ne démissionnes de ton poste de PDG et ne rembourses chaque centime que tu as volé, ils n'auront d'autre choix que de se protéger. » Le silence qui a suivi a été lourd, étouffant. Damon a regardé autour de la pièce, cherchant quelqu'un pour le défendre. Personne ne l'a fait. Evelyn a fait glisser un ensemble de documents sur la table. Des lettres de démission. Signez-les ou nous allons de l'avant avec des accusations pénales. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon frère transpirer comme un homme acculé. Il a pris le stylo d'une main tremblante. Le son de sa signature grattant sur le papier a été la chose la plus douce que j'ai jamais entendue. Quand il a eu fini, il a poussé les papiers vers moi sans lever les yeux. C'était fini. J'ai regardé la signature de Damon s'étaler sur la page, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Mais la liberté, ai-je réalisé, ne consistait pas seulement à gagner. Il s'agissait de décider de ce qui allait suivre. 3 mois plus tard, ma vie semblait presque méconnaissable. Les batailles juridiques s'étaient terminées discrètement. Damon avait démissionné en disgrâce. Le conseil d'administration avait annoncé publiquement une restructuration de la direction, et mes comptes avaient été restaurés. Evelyn a qualifié cela de victoire propre. Mais alors que je me tenais dans mon appartement avec vue sur les eaux ondulantes du lac Michigan, j'ai compris quelque chose qu'elle n'avait pas dit. La victoire peut sembler vide quand on a passé tant de temps juste à survivre. Je me suis appuyé contre la paroi de verre, admirant la vue. Mon nouvel appartement n'était pas seulement une amélioration d'emplacement. C'était une déclaration. Fini les portraits de famille rigides et sans âme qui étaient accrochés dans mon ancienne maison. Maintenant, les murs étaient tapissés de mes propres photographies. Des femmes dans des moments calmes de résilience. Des bâtiments altérés par le temps qui tenaient encore debout après des décennies de négligence. Des instantanés de la vie que j'avais capturés quand je pensais m'effondrer. Ce n'était pas poli comme les espaces d'entreprise que Damon adorait. C'était le mien. Evelyn est passée un après-midi avec 2 tasses de café et une bouteille de champagne glissée sous le bras. « Vous l'avez fait, Venora ?» a-t-elle dit en entrant, jetant un coup d'œil circulaire à l'endroit. « Vous n'avez pas seulement survécu à cette tempête. Vous avez construit un nouveau navire. » J'ai ri doucement. Je n'en ai pas toujours l'impression. Certains matins, je me réveille en m'attendant à un autre incendie à éteindre. Elle m'a tendu le café et a haussé un sourcil. C'est parce que vous avez vécu en mode survie pendant des années. Ceci est différent. Ceci est à vous. Ces mots sont restés avec moi-même après son départ. J'ai erré dans les pièces, touchant les photos encadrées, les petites sculptures, le bracelet en émeraude qui reposait maintenant dans une vitrine près de la fenêtre. J'avais fait faire une plaque personnalisée pour lui, Liberté. Il symbolisait autrefois l'approbation de Damon, sa façon de contrôler le récit. Maintenant, c'était un trophée de récupération. Ce soir-là, je me suis retrouvé au vernissage de ma première exposition de photographie. Je n'avais pas prévu que ce soit si personnel, mais le conservateur avait insisté pour présenter mes portraits de femmes surmontant les épreuves. Alors que je me promenais dans la galerie, entendant des inconnus parler de mon travail comme s'il avait de l'importance, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but au-delà de tout ce gâchis. Une jeune femme, d'environ 22 ans, s'est approchée de moi avec hésitation. Elle portait un manteau trop grand et avait l'énergie nerveuse de quelqu'un de nouveau dans ce monde. « Êtes-vous Venora ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Je le suis. Elle a changé de position, jetant un coup d'œil à la photo d'une femme plus âgée souriant malgré ses joues striées de larmes.
votre travail, il m'a donné de l'espoir. Je ne pensais pas que des gens comme nous pouvaient riposter. Mais vous l'avez fait. Et vous avez gagné. Pendant un instant, je me suis vu en elle. La fille qui pensait autrefois que le silence était plus sûr que de parler. Qui avait cédé son pouvoir pour l'illusion de l'unité familiale. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne doucement. Il ne s'agit pas seulement de gagner, ai-je dit. Il s'agit de réaliser qu'ils ne peuvent pas écrire votre histoire à votre place. Après son départ, je me suis attardé près de la vitrine avec le bracelet en émeraude. Des invités passaient, lisant la petite plaque. Certains posaient des questions sur son histoire. Je souriais simplement. Il signifiait autrefois appartenir à quelqu'un d'autre, leur disais-je. Maintenant, il signifie m'appartenir à moi-même. Alors que la soirée touchait à sa fin, je suis sorti dans l'air vif de Chicago. Pendant un bref instant, j'ai envisagé d'appeler Damon. Une part de moi se demandait si la clôture nécessitait des mots, si une fin exigeait une conversation, mais ensuite j'ai secoué la tête. Certaines histoires n'ont pas besoin d'épilogue. Elles ont juste besoin de fin. J'ai resserré mon manteau, inspiré l'air froid de la nuit, et j'ai souri. Je m'étais éloigné de tout ce par quoi ils avaient essayé de me définir, et j'étais toujours debout, plus forte qu'avant. Ils m'avaient appelé inutile, mais me voilà, la preuve vivante que les morceaux qu'ils ont essayé de briser peuvent créer quelque chose de plus fort qu'avant. Avez-vous déjà reconstruit votre vie après que quelqu'un a essayé de la détruire? Partagez votre histoire dans les commentaires.